Alors, il me fait plaisir de vous introduire les deux prochaines personnes qui présenteront. Alors, cette conférence sur les barrières d'accès pour les soins de santé pour les personnes LGBTQ+, migrantes et racisées, le cas de la clinique Mauve. Alors, j'invite Marianne Schbat, que nous connaissons bien, ici au projet Sa-Vie LGBTQ+, qui est accompagnée de Adam Katra. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup vraiment tous les deux d'être là. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup au projet Sa-Vie d'avoir organisé encore cette journée. Donc, avant de vous présenter notre plan de présentation, on va prendre un petit moment pour se présenter. Mon nom est Marianne Schbat. J'utilise les pronoms elle, she, her, accord féminin. Je suis sociologue et je suis présentement la coordonnatrice principale de la recherche à la Clinique Mauve. La Clinique Mauve, c'est le premier laboratoire social qui est hébergé maintenant à l'Université de Montréal et qui fait de la recherche et offre des services de santé aux personnes LGBTQ+, migrantes et racisées, et aussi parfois réfugiées à Montréal. Donc, je suis accompagnée de Adam Khatra et je vais le laisser se présenter. Allô, donc je me présente, je m'appelle Adam Katra, je travaille comme travailleur communautaire dans l'organisme Agir à Montréal. C'est une organisation pour les personnes LGBTQ migrantes et racisées. Avant ça, je travaillais comme père navigateur à la clinique Mauve, justement. Et puis, je m'identifiais comme un homme trans, migrant, avec l'expérience d'un réfugié. Et puis, c'est ça. On est très chanceuse d'avoir Adam avec nous aujourd'hui. Vraiment, merci d'être là. Donc, avant de vous expliquer plus en profondeur ce qu'est la clinique Mauve, je pense que c'est vraiment important que je situe, en fait que j'ai mené 2 postdocs au sein du projet Sa-Vie, et c'est aussi ce qui fait que je suis aujourd'hui avec vous. Donc, le premier postdoc Sa-Vie, c'était de 2020 à 2022, et j'ai été responsable d'analyser les parcours des familles LGBTQ+, qui ont participé aux entretiens biographiques. Je travaillais en étroite collaboration à ce moment-là avec Isabelle Côté, Geneviève Pagé, et durant ce premier mandat, j'ai priorisé des analyses qui se sont focalisées sur les différentes entrées en famille pour les personnes LGBTQ+, sur la notion de famille choisie et sur les expériences des personnes LGBTQ+, racisées et migrantes. Je pense d'ailleurs aujourd'hui, j'ai vu certaines données tirées de ces analyses qui ont été vulgarisées par des magnifiques infographies. Merci d'ailleurs à toute l'équipe d'avoir rendu digestes et accessibles ces données qui ne le sont pas toujours dans nos articles. Ensuite, suite donc à ce premier postdoc, j'ai eu la chance de faire un autre postdoc au sein de la Clinique Mauve. Et j'aimerais vraiment prendre un moment pour remercier sincèrement et publiquement le projet Sa-Vie qui a financé ce postdoc particulier. Même si je n'ai pas analysé les données du projet Sa-Vie pendant cette année-là, j'ai reçu un financement pour intégrer l'équipe de la Clinique Mauve et mener une analyse sur la paire navigation, qui est en fait une pratique qui est mobilisée au cœur du modèle de soins de la Clinique Mauve qu'on va vous présenter, Adam et moi. Donc, le but de cette présentation, c'est bien sûr de vous parler de la paire navigation, puis de mettre aussi en lien ces réflexions aux données qu'on discute aujourd'hui dans le cadre du projet Sa-Vie. Mais je pense qu'il est essentiel pour moi de reconnaître en introduction l'esprit de solidarité qui a été mobilisé à mon endroit par les chercheurs principaux du projet Sa-Vie et qui m'ont permis d'intégrer un milieu que j'adore aujourd'hui et qui œuvre auprès des personnes LGBTQ+, migrantes et racisées. Cette solidarité m'a permis d'intégrer donc la Clinique Mauve et m'a surtout permis de devenir la principale responsable de la recherche au sein de ce laboratoire social. Donc, merci Martin et Isabelle. Merci de montrer que faire la recherche, c'est aussi réfléchir à des façons de créer des alliances entre les chercheurs et trouver des façons de se soutenir non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Donc, vraiment, merci. Et je pense d'ailleurs qu'en tant que personne queer racisée, mon parcours universitaire a rencontré des défis particuliers et votre soutien m'a vraiment donné beaucoup de courage. Donc, ce qui m'amène, c'était la minute sentimentale. Pour ceux qui me connaissent, c'est cohérent avec qui je suis. Alors, oh non, sérieux? Non, mais tantôt, on a pratiqué. Yes! Il faut vraiment faire fort. Donc, ce qui m'amène à vous parler, présenter notre plan de la présentation. Donc, on va vous parler de la Clinique Mauve, de notre mission, de ce qu'on fait. Et on va vous parler des différentes barrières auxquelles font face les personnes migrantes et racisées, notamment dans leur parcours de santé. Ça va nous amener à parler de la paire navigation, qui est donc une des solutions qu'on a tenté de mettre en pratique pour répondre à ces barrières structurelles et interpersonnelles.
Ça va être Adam qui, en s'appuyant d'ailleurs sur sa généreuse expérience personnelle de père navigateur, va nous parler des résultats et exemplifier les principales barrières qui ont été recensées par les usagers et les usagères de la clinique Mauve, mais aussi par les intervenants et intervenantes elles-mêmes eux-mêmes. Donc, pourquoi, là je suis stressée à chaque fois, là. Je l'ai eu? OK, yes. Pourquoi la clinique Mauve? La clinique Mauve a été développée après plus d'une décennie de recherche sur les parcours des personnes LGBTQ+, migrantes et racisées, qui montrent que ces personnes vivent des réalités complexes. En fait, les personnes LGBTQ+, migrantes et racisées vivent des réalités qui sont impensées, sont invisibilisées et sont souvent diluées, en fait, par le parcours migratoire et qui font qu'ils seront confrontés à des barrières qui les empêchent d'avoir accès à la santé, alors qu'ils font partie des personnes qui ont des besoins urgents et qui connaissent un taux de détresse et de crise suicidaire parmi les plus élevés dans nos communautés LGBTQ+. Très brièvement, ces personnes ont souvent subi de multiples formes de violences dans leur pays d'origine. Ces violences sont liées à l'hétéronormativité, à la cisnormativité, aux violences politiques, au régime de dictature et aux guerres auxquelles ils sont confrontés. Font en sorte que les personnes LGBTQ+, migrantes et racisées auront souvent de la réticence à aller vers les services de santé dans leur pays d'origine ou auront vécu des expériences de violence et de non-reconnaissance. Une fois arrivées au Québec, ces personnes ont de nouveaux défis qui réactivent les blessures et les expériences de trauma, notamment dans le système de la santé. Plusieurs sont confrontés à des problèmes liés à la régularisation de leur statut migratoire, à l'apprentissage de la langue, à la recherche d'emploi, qui d'ailleurs a un taux de déqualification professionnelle accru, ainsi qu'à des difficultés liées au fait de se loger. Ces expériences de pression multiples impactent directement leur accès à la santé, leur confiance envers le système de santé et simplement leur compréhension de notre système qui est, même pour les personnes nées au Québec, très complexe à comprendre et à naviguer. Je pense ici que je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer la complexité de notre système de santé, mais en un mot, comment expliquer à une personne qui vient d'arriver et qui est dans un besoin urgent qu'elle doit prendre un rendez-vous ou sans rendez-vous pour avoir un rendez-vous? On rit, mais... Ou encore, comment expliquer que notre gouvernement actuel souhaite mettre des mesures qui empêcheraient aux nouveaux arrivants de recevoir des services médicaux en anglais après 6 mois? Bref, ce ne sont que des exemples d'oppression qui sont ravivés par les personnes migrantes dans leur parcours en arrivant au Québec et qui impactent encore plus les personnes vulnérabilisées. Donc, Adam va vous expliquer plus en profondeur ces barrières sous peu. Ça a marché? J'ai comme peur. Ce contexte que je vous ai expliqué brièvement met la table pour que vous compreniez mieux pourquoi la clinique Mauve a été développée. En s'appuyant sur ses besoins, donc que j'ai nommés, Édouard Lee, qui est professeur à l'École de travail social de l'Université de Montréal, qui est aussi détenteur de la chaire de recherche sur les sexualités et les migrations, a reçu donc en 2020 une subvention de la médecine familiale et s'est lié également avec des chercheurs de l'Institut universitaire de Sherpa, avec 2 médecins de famille, avec une infirmière et un travailleur social qui travaillait au CLSC Côte-des-Neiges et Parc Extension, et aussi avec AGIR, donc l'organisme communautaire qui travaille pour la défense des droits et l'accompagnement des personnes LGBTQ+, réfugiées et migrantes à Montréal. Tous ensemble, ils ont mis en place la clinique Mauve, qui, lors de ces 2 premières années, a réussi à offrir des services de santé, autant des consultations médicales que des séances de psychothérapie à des personnes LGBTQ+, migrantes et racisées. Je vais vous montrer le modèle de soins qui a été proposé par la clinique Mauve. Donc, c'était le modèle, on est encore là-dessus, mais il y a quelques modifications, mais je vais quand même vous montrer ce modèle-là parce que c'est là-dessus que nos données s'appuient. Donc, c'est le modèle qui a été proposé par la clinique Mauve. Donc, afin de faciliter l'accès à la santé, l'idée était de permettre aux personnes qui recherchent des services d'être rapidement vues, soit par un travailleur social ou par AGIR. Et c'est suite à cette première évaluation que la personne va être référée vers des services dont elle a besoin. Donc, si on reste concentré sur une entrée dans le système de santé qui est tributaire d'un médecin de famille, ce qui est généralement notre modèle à nous, le modèle qu'on pense puis auquel on est habitué, c'est là où ça bloque. Donc, en passant par une évaluation psychosociale qui est faite en collaboration avec un travailleur social et l'organisme AGIR, on est en mesure de rediriger la personne vers les services dont elle a besoin.
L'autre aspect qui est super important dans ce modèle, c'est que la clinique MAUVE a été réfléchie avec la collaboration de la paire navigation. Je vais vous en parler sous peu, mais l'usage de la clinique MAUVE peut toujours être, en fait, c'est que dans la clinique MAUVE, on peut toujours être accompagné par une personne paire navigatrice dans la navigation des différents services. Donc vraiment, on va y revenir dans quelques minutes. En quelques chiffres, lors des 2 premières années, la clinique MAUVE va faire plus de 3421 consultations de toutes sortes, c'est-à-dire avec un médecin, psychothérapeute, travailleur social, intervenant en santé mentale, etc. Et 105 personnes ont pu recevoir des services, et je vous le rappelle, avec seulement quelques intervenants de santé qui travaillaient vraiment avec des ressources limitées. Avant de laisser la parole à Adam, j'aimerais dire que depuis janvier 2023, on a eu accès à des locaux à l'Université de Montréal, près du campus 1000, dans le quartier Parc Extension, parce que la clinique, elle est devenue une entité légale, en fait, de l'Université de Montréal, et elle est rattachée au vice-rectorat aux affaires communautaires et internationaux. On est en recherche de financement plus important pour repartir la machine. Nos services cliniques sont un peu en suspension pour le moment parce qu'on souhaite rejoindre des nouveaux professionnels de la santé, notamment des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, etc., qui pourraient aussi recevoir une formation transaffirmative et sensible aux enjeux du racisme et prendre des patients de la clinique MAUVE. En ce moment, dans nos locaux à l'université, les locaux de la clinique MAUVE, ils sont occupés principalement par l'équipe de recherche qui s'agrandit à chaque année et envers lesquels j'ai beaucoup d'affection, avec plusieurs étudiants à la maîtrise et au doctorat et aussi des stagiaires, dont Rim, qui gravitent autour de la clinique, et certains employés d'Agir aussi qui peuvent recevoir des usagers de la clinique MAUVE et auprès desquels ils peuvent faire des interventions psychosociales. Donc, je vais laisser la parole à Adam qui va maintenant parler de ces fameuses barrières d'accès à la santé à partir de son expérience en tant que personne concernée, mais aussi dans tout le travail qu'il a fait en tant que père navigateur pendant les 2 premières années à la clinique. Alors, quand on parle des barrières d'accès pour les personnes LGBTQ migrantes et racisées pour les soins de santé, il y en a plusieurs. Donc, quand on m'a demandé, j'ai essayé de les résumer justement en 6 points. Donc, commençons par la plus évidente, c'est la discrimination et la stigmatisation. Langage inapproprié et microagression. Il y en a des médecins qui utilisent des termes dépassés. Il faut vraiment être à jour avec la terminologie. Parce que la terminologie change toujours et puis il faut adresser les gens avec les termes qu'ils préfèrent. Et puis cibler l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'identité raciale, comme assumer les pronoms d'une personne, juger leur religion, renforcer des stéréotypes raciaux. Deuxièmement, insensibilité culturelle. Manque de compréhension des besoins de santé unique des personnes de différentes origines culturelles, comme ignorer les pratiques de guérison traditionnelles et les préférences alimentaires. On a des cultures qui utilisent la guérison avec des plantes, il y en a qui font des rituels, donc je ne dis pas qu'il faut que les médecins utilisent ça justement, mais il faut qu'on ait une ouverture à ça. Donc c'est justement ça, et puis ça commence. Okay. Troisièmement, barrière linguistique. Les différences linguistiques peuvent rendre la communication plus difficile. Ça peut causer des erreurs de diagnostic ou des soins inadéquats. Donc, j'ai remarqué vraiment un manque d'interprètes, même dans le contexte d'une vie multiculturelle comme Montréal. On a utilisé des banques d'interprètes qui viennent d'Ontario. J'ai pas vraiment utilisé de banque d'interprètes qui étaient au Québec, donc il y en a vraiment un manque d'interprètes et parfois quand on parle avec les gens, il faut leur parler avec leur propre langue pour pouvoir faire des diagnostics. Et puis troisièmement, limitation des soins spécifiques aux personnes LGBTQ migrantes. Ça peut être comme manque de formation pour des services comme l'hormonothérapie ou bien la santé sexuelle. Il y en a des médecins qui évitent carrément de prescrire les hormones aux personnes trans parce qu'ils n'ont pas vraiment la formation. Donc, il faut aller chercher l'information. Et puis, cinquièmement, l'intersectionnalité, c'est vraiment important. La double discrimination. Combiner les identités raciales et LGBTQ+, entraîne plus de stress et d'exclusion.
Il y en a aussi des besoins de santé uniques pour les personnes, par exemple des besoins de santé mentale, culturellement sensibles et des soins affirmant le genre. Donc, il faut vraiment être conscient de double discrimination. Les gens POC qui sont aussi queer peuvent attendre cette discrimination de deux côtés. Donc, c'est vraiment dangereux ça. Et puis, le dernier point, c'est la compétence culturelle. De nombreux professionnels de santé manquent de formation en compétences culturelles et de sensibilité aux questions LGBTQ. Comprendre le contexte culturel est essentiel pour des soins centrés sur le patient et efficaces. Je ne dis pas qu'il faut comprendre toutes les cultures du monde, mais si on a par exemple un patient qui vient d'un pays où il y avait de guerre, il y a des contextes culturels qu'il faut comprendre pour pouvoir vraiment soutenir cette personne dans la manière qu'ils ont besoin. Et puis, c'est tout pour moi. Je vais rebalancer la parole à Marianne. Merci, Adam. Effectivement, toutes ces barrières sont complexes et y répondre est vraiment une tâche difficile. Donc, la paire navigation, c'est une ressource qu'on a décidé de mettre de l'avant afin de soulever certaines de ces barrières. Je vais changer la diapo. Il y a différentes façons de nommer la paire navigation. À la clinique, on a choisi ce terme notamment parce que la personne accompagne directement les usagers et les usagères de la clinique à naviguer le réseau de santé et des services sociaux, tout en faisant également un travail de plaidoyer, advocacy, lorsque c'est nécessaire et possible. Dans la littérature, cependant, on parle aussi de père aidant. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais vous ne savez pas que ça s'appelle père navigation. Donc, père aidant, père éducateur, community worker, support worker ou street-based peers. Les domaines de la santé mentale, de l'itinérance et les personnes vivant avec le VIH sont des milieux qui sont familiers pour les pères aidants. Par contre, pour ce qui est de notre clientèle, donc les personnes LGBTQ+, migrantes et racisées, la père aidance n'a pas encore été beaucoup développée. Pour nous, à la clinique, une personne père navigatrice ou père navigatrice, si on veut le dire de façon non-binaire, c'est une personne concernée, donc qui a un parcours migratoire et ou de refuge ou d'asile, et qui s'identifie également comme une personne LGBTQ+. Cette personne est donc en mesure de comprendre les expériences de minorisation de façon personnelle et incarnée. C'est donc une personne qui peut offrir un soutien émotionnel, linguistique et culturel à la personne qui vient recevoir des services, un peu comme a dit Adam. Donc, de façon très sommaire, puis aussi, il y a un article qui a été écrit, donc c'est aussi ce que j'ai pu faire grâce à ce 8 mois d'intégration en tant que postdoc. J'ai changé la diapo, mais il y a un article qui a été soumis et accepté sur la paire navigation. Et donc, de façon très sommaire, en m'appuyant donc sur des entrevues qui ont été faites auprès de 14 intervenants et intervenantes de la santé qui ont travaillé à la clinique Mauve, donc médecins, travailleurs sociaux, infirmières, pères navigateurs, il y en avait 4, travailleurs communautaires, travailleurs en santé mentale. Les pères navigateurs ont permis aux personnes de la clinique Mauve de mieux naviguer le système de santé, de clairement établir un lien de confiance beaucoup plus positif envers le système de santé, mais aussi envers une communauté, de se sentir compris personnellement dans les oppressions qu'elles rencontraient, et de permettre aux intervenants et aux intervenantes de la santé, notamment aux intervenants et aux intervenantes blancs et blanches et non migrants, de mieux comprendre les défis rencontrés par les usagers. Donc, il ressort de ces données une nécessité vraiment de travailler de façon collective pour soutenir la place et la reconnaissance de la paire navigation dans le cadre des interventions. Les pères navigateurs sont encore méconnus et parfois vus comme des personnes qui dérangent ou qui peuvent nuire ou ralentir les consultations. Pourtant, leur travail est vraiment précieux et le soutien qu'ils apportent aux personnes est d'une valeur inestimable. En tout cas, quand on s'appuie sur le témoignage de personnes, de professionnels de la santé qui reçoivent des formations aussi qui sont transaffirmatives, anti-oppressives et intersectionnelles, ils sont vraiment capables de témoigner de la valeur d'une personne comme ça dans la consultation. Je garde un petit peu espoir face à ce dernier aspect quand je vois que le ministère de la Santé a inclus dans son dernier plan d'action une place non négligeable à la paire aidance.
mais il faut quand même voir comment tout ça va, va se développer. Ici, les fonds vont être aussi redirigés particulièrement pour des populations vulnérables comme les personnes migrantes, allophones, réfugiés et LGBTQ+. Je vais terminer avant qu'on ouvre à la discussion, puis peut-être aussi Adam, si jamais elle veut faire des retours par rapport à son expérience. Je vais terminer avec une citation qui nous avait été partagée par une personne père navigatrice, donc qui parlait aussi un peu de son cheminement à la clinique Mauve et qui explique bien à quel point sa place, en fait, répond à un besoin de reconnaissance, mais aussi de soutien qui est tellement puissant pour une personne qui arrive avec des défis et des traumas multiples. Donc, la personne père navigatrice a dit: la plupart des gens avec qui on travaille, ce sont des personnes migrantes et c'est difficile de... Ce ne sont pas, je pense qu'il manque pas, en tout cas, et c'est difficile de se connecter, d'établir un lien avec les gens ici quand on n'est pas un immigrant. Je suis venue ici en tant que réfugiée, donc je sais que j'aide aussi les gens à travers ma propre expérience. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience et qui a vécu la même situation pour les guider et mettre en évidence et faciliter les choses. C'est vraiment de sentir que tu as quelqu'un qui te soutient, qui te comprend, qui est même capable aussi d'utiliser un langage qui va être favorable. Donc, je pense vraiment que l'accompagnement d'une personne père navigatrice pour des personnes qui viennent avec un bagage polytraumatique aussi important, c'est vraiment une solution magique actuellement pour notre système de santé qui est vraiment malade. Mais bon. Ah oui, sorry. OK. Donc, je vais être un peu rapide, Non, mais... c'est pas rapide, OK, merci. Bon, quand on m'a posé la question, qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ton travail? C'est quoi le plus difficile? Je trouve que c'est un peu difficile de me séparer des problèmes d'injustice d'autres personnes LGBTQ migrantes et racisées en étant un moi-même. Des personnes qui étaient où j'étais ou le seraient, on ne sait pas. Donc, c'est un peu difficile de me séparer et de parfois défendre leurs droits autant que je ne défends pas les miens, parfois. Merci, et puis c'est ça pour nous, et on vous ouvre la parole pour vos questions et tout.